La Polynésie française, c'est un territoire immense. Et pourtant, les passagers ne découvrent qu'une toute petite partie. Ce sont vraiment les lieux les plus iconiques tels que Bora Bora, Moorea, Tahiti, qu'on appelle les îles de la Société et qui sont des îles déjà explorées par notre navire, le Paul Gauguin. Mais la Polynésie, c'est bien plus que cela. Chez Ponant Exploration, quand on crée des nouveaux itinéraires ou des nouveaux voyages, c'est avant tout pour raconter une histoire de territoire, de culture et de rencontres. Et aujourd'hui, Ponant Exploration ouvre un nouveau chapitre. Dès 2026, nous allons déployer dans les eaux de la Polynésie française un de nos navires d'exploration, le Jacques Cartier. Le Jacques Cartier est un navire parfaitement adapté à l'exploration, permettant d'aller plus loin, d'avoir accès à des îles aux infrastructures très limitées, bref, en quelque sorte d'aller à la rencontre de communautés où presque aucun navire ne va. Et c'est ce repérage qui va nous permettre de valider ces itinéraires. Plusieurs questions s'ouvrent alors à nous avant ce repérage. C'est comment trouver le bon équilibre entre les communautés et notre savoir-faire pour qu'on puisse co-construire ensemble l'expérience de demain. Je m'appelle José Sarika. Je suis le directeur de l'expérience Expédition de Ponant et parmi mes missions, j'ai la chance de gérer les repérages et de créer les nouveaux voyages de demain. Et ça commence tout de suite avec un archipel très peu connu, l'archipel des Australes. On a commencé ce repérage par l'archipel des Australes, qui est l'archipel le plus au sud de la Polynésie française. Et on avait au total 3 îles à repérer. Les Australes, donc c'est un archipel d'îles formées comme toutes les îles de Tahiti par un point chaud. Ce sont donc des îles volcaniques. Elles sont le plus au sud de l'archipel. C'est pour ça qu'on dit Austral. Austral veut dire sud. Donc on s'attend à un climat un peu plus frais, des températures de l'eau plus froides. Donc c'est un bon compromis de pouvoir aller en Polynésie et de ne pas souffrir parfois des chaleurs qui peuvent atteindre les 30 voire les 40 degrés avec l'humidité. Alors on s'apprête à faire une randonnée dans un lieu assez iconique de Rurutu. On appelle ça la grotte Topae. Et en fait, il y en a plusieurs sur l'île parce que c'est une île calcaire. Et vraiment, chaque grotte est considérée comme étant spectaculaire puisqu'elle offre des formations géologiques assez remarquables avec en arrière-plan un océan bleu turquoise. Donc je pense qu'on va en prendre plein la vue. Rurutu, elle est très particulière d'un point de vue et surtout d'un point de vue formation géologique. Déjà parce qu'il n'y a pas de lagon, donc le récif est frangeant. Ça a été un vrai choc, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on a... pour y aller, il faut déjà être en bonne condition physique, il faut parfois escalader, on entre dans une autre dimension de l'île qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais quand on vit cette expérience et quand on arrive dans cette grotte où on doit s'abaisser avec les stalactites et les stalagmites, on est comme dans les dents de la gueule du monstre. On est vraiment, on se rend compte que Rurutu a cette richesse que les autres îles n'ont pas. Regarde, hein, ça fleurit, voilà. Les fleurs qui sont sorties là, ça c'est les litchis, c'est pour novembre-décembre. Après, il y a des oranges. Là, les oranges qui produisent, il n'y a pas de saison. Les papayes, tu peux tout mélanger, tu peux tout manger avec n'importe quel fruit. Je vais vous montrer, voilà. Vous avez vu comment c'est juteux? Puis ils sont verts en plus. Voilà. Tu prends comme ça, tu mets un peu, que du bonheur, regarde. Je m'appelle Taputu Jean-Claude, je suis de Rurutu. J'ai grandi à Rurutu et avec mes grands-parents. On parle aussi de Rurutu est unique par ses taraudières, parce que les taraudières, par exemple, nous, ma famille, on a une dizaine de taraudières que je représente maintenant, je suis 5e génération. Donc ça remonte très très longtemps cette histoire de tarot. Et le tarot, c'est l'aliment de base. L'avantage d'être situé aussi sud pour les Australes, c'est qu'ils bénéficient du coup d'un climat, mais aussi ils ont une terre extrêmement fertile qui leur assure ce qu'on appelle des cultures vivrières. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre en autarcie totale. Et c'est ça qui les différencie vraiment des autres archipels de la Polynésie française.
Alors, nouvelle journée aujourd'hui, on est à Tubwe. On était hier à Rurutu, donc les escales s'enchaînent les unes après les autres. Cette île, elle a la particularité donc d'être déjà la plus peuplée des îles australes, mais d'avoir un lagon et donc la possibilité d'offrir des activités nautiques, on le verra plus tard, et aussi donc une île où les activités terrestres seront envisagées. Je suis le guide de Monsieur José. Je suis originaire d'ici. Je connais les histoires, mais j'ai peur de me tromper en fait. On est donc parti avec Ina en voiture, mais soudain Ina m'a parlé de ces fameux temples ouverts qu'on appelle les marae, et ça a changé complètement ma vision de l'expérience client que je voulais offrir à nos passagers ponants à Tubwe. Il faut savoir à la base que les marae, ce sont des sites sacrés en Polynésie et plus précisément à Tubwe où il y en aurait presque 200, même plus. Et chacun a une signification qui lui est propre. Un marae, par définition, ce sont des pierres qui sont amoncelées ou disposées de façon particulière et qui ont une signification différente. Là, chaque pierre représente une île de la Polynésie. Donc il devrait y en avoir 118, c'est ça? Il y en a beaucoup. En fait, vous avez un rôle ici qui dépasse les clichés de la Polynésie. Je veux dire, on n'est pas ici, alors même si vous avez des belles plages, on a vu qu'il y avait des baleines, des belles baïnées, des gens remarquables. Je trouve qu'effectivement, il y a ce côté sacré et côté culturel qui nous échappe complètement. Donc Tubwe, c'est l'île même de où toutes les cultures partent. Et ça, on ne l'avait pas appris jusqu'à temps qu'on fasse cette découverte avec nos guides locaux. Et c'est tellement riche d'enseignements, je pense qu'on ne doit pas passer à côté de ça dans l'histoire qu'on va raconter à nos passagers. Merci. On va amener nos passagers ponants à Tubwe. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton île? Très bonne question. Pour moi, c'est très important de connaître ta culture, d'où tu viens. Et après, ce qui est le plus important, surtout chez nous les Polynésiens, c'est important qu'on sache d'où on vient, c'est-à-dire la généalogie. Oui. Et à ce moment-là, on passe les marais. Tu vois ce que je Exactement. La transmission. En tout cas, moi, tu vois ce que tu m'as appris ce matin, c'est une partie de Tubwe que j'avais jamais vue, ou du moins, je connaissais les marae pour avoir lu, je pense pas aussi bien que toi, mais je savais que c'était des sites sacrés. Mais je n'avais pas compris à quel point c'est peut-être même les fondements de votre culture. Changement de décor, on est en wetsuit, on est en direction d'une excursion qu'on appelle le whale watching à Tubuai. Apparemment, il y a énormément de baleines, contrairement à Rurutu, voire contrairement à Moorea, on parle d'une vingtaine à trentaine de baleines. Forcément, ça a piqué notre curiosité, on s'est dit, il faut aller tester ça, sachant qu'elles peuvent rester jusqu'au mois de novembre. Alors, on y va, c'est parti, et que la chance soit avec nous. Les règles ont changé aujourd'hui en Polynésie depuis 2025 suite à un accident de collision. Et aujourd'hui, très peu de réceptifs locaux sont autorisés à aborder les baleines. Ce n'est plus que 3 bateaux par baleine. Nos navires doivent être à 300 mètres d'observation et pas plus de 6 personnes à la fois dans l'eau. Donc on voit que les réglementations se serrent. Et il est très important pour nous de la tester, bien comprendre ces règles et voir comment ça va impacter la mise en place des activités pour nos passagers. Alors, on vient tout juste de finir l'excursion aux baleines à Tubwe. Excursion où à la fin on a été quand même récompensé car on a pu nager avec les 3 baleines. On a découvert un lagon magique, une excursion baleine qui vraiment a du potentiel et surtout une approche très respectueuse maintenant. Voilà, comme quoi il fait pas toujours beau en Polynésie, mais le soleil est dans nos cœurs et on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. José, enchanté. Du coup, on a pu prendre un bateau local ensuite pour aller explorer le lagon, parce que c'est vraiment un lagon qui mérite d'être exploré de long en large en travers, c'est ce que nous avons fait. Et on a visité différentes parties du lagon, différents motus, comme le motu des coquilles de bénitier, le motu pierre,
le Motu, langue de chat, qui est en fait une immense langue de sable sur laquelle on peut débarquer et marcher et être au milieu d'un bleu immense. On a l'impression d'être dans l'infini du bleu. On perd nos repères, c'est vraiment magique comme endroit. On a aussi eu la chance d'expérimenter un snorkeling très particulier qui est le snorkeling des bénitiers. Et on a pu plonger donc en snorkeling avec ce pêcheur et assister à vraiment cette pêche que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant, en plus de patates de corail qui étaient vraiment très belles. Donc un lieu de snorkeling complètement possible pour nos passagers prenants. Troisième escale, donc on va à Revaveille, qui est vraiment réputé comme étant le Bora Bora ou la Bora Bora des Australes. Donc forcément un lagon qui laisse supposer quelque chose d'assez exceptionnel. José, enchanté. Ça commence sur les chapeaux de roue. La chance est de notre côté. On a tout de suite pu parler avec une personne qui connaissait le président du comité de tourisme de Revaveille. Donc ce matin, on a rendez-vous à la mairie. Bonjour monsieur le maire, José de Fondant, enchanté. Enchanté. Merci d'être là. Dès qu'on est arrivé à la mairie de Revaveille, on était bien accueillis à la fois par tous les membres du comité du tourisme et le maire lui-même. Et même si on n'avait pas encore eu la chance de découvrir l'île, tout de suite, en expliquant notre désir de travailler avec eux, de vouloir mettre en lumière leur communauté, de savoir quelle expérience immersive on pouvait faire avec eux, sachant qu'on n'y reste qu'une demi-journée, les discussions ont amené à une idée venant du maire lui-même qui nous a dit « mais écoutez, je vous propose d'emmener vos passagers sur un Motu sans doute le plus exceptionnel de notre lagon, mais pas avec des bateaux classiques, avec des pirogues traditionnelles de Revaveille qui sont faites uniquement à Revaveille depuis que les gens y habitent. » Henri, c'est un local qui est pêcheur, il n'y a que 2 pêcheurs sur l'île. Il est très, très connu pour pêcher du gros poisson, qui connaît l'île comme sa poche, qui nous a fait découvrir l'île comme jamais en une journée. On arrive à l'instant au Motu Piscine, donc c'est l'expérience qu'on aimerait bien proposer à nos passagers quand ils vont venir à Revaveille. Et on peut arriver avec des pirogues traditionnelles qui sont vraiment typiques de l'île. Donc les passagers vont arriver ici et de l'autre côté on imagine un lagon piscine où ils peuvent vraiment profiter d'eau blanche, calme, vraiment le paradis sur terre. Voilà, je pense que c'est une bonne idée de venir ici à Revaveille, comme ça. Ils vont découvrir notre île, comment on vit ici, et notre culture. Et ça permet de montrer notre culture au monde entier. Et ça permet aussi de développer l'île de Revaveille. On finit donc notre repérage avec cette île Revaveille, on en a enchaîné 3. Il se dégage déjà pour moi la singularité de chacune de ces îles. J'ai l'impression que Rurutu, c'est vraiment les falaises de calcaire avec ces gens dont la culture vivrière est très importante, qu'il faut mettre en avant avec aussi cet artisanat de vannerie qui est très importante. J'ai l'impression que Tubuai, c'est plutôt le côté spirituel qui va se dégager de l'expérience avec ces maras. Et enfin, cette île Revaveille, carrément le Bora Bora des Australes, quoi, avec un lagon qui dépasse toute attente, qui nous renverse tellement il est beau. Donc pour moi, il y a déjà 3 îles et 3 expériences complètement différentes et une histoire bien sûr différente à raconter à nos passagers. En repérant les Australes, on s'est très vite rendu compte en fait que c'était des îles extrêmement isolées, avec très peu d'habitants et parfois même avec des infrastructures médicales inexistantes. C'est là qu'a germé dans ma tête l'idée de développer ce projet qui est déjà mis en place sur le pôle Gauguin et de mettre à profit pour les populations locales nos médecins de bord pour faire des visites temporaires et ponctuelles pour vraiment des besoins spécifiques. Bonjour Doc, José. Adrien, enchanté. Moi aussi vraiment. Ça va bien avec moi. Merci. Alors en fait j'ai appris que sur le pôle Gauguin depuis 2 ans il y avait un protocole, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas la possibilité pour des médecins qui en font la demande
d'aider certaines communautés bien ciblées dans les îles Marquises par exemple. Ma question c'est quelles sont les grandes étapes et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça puisse être possible. Ça fait quelques années maintenant qu'on vient en aide, entre guillemets, en renfort médical à certaines populations, particulièrement des Marquises, puisque c'est un milieu qui est particulièrement isolé. C'est quelque chose qui s'organise en fait, on ne dépêche pas de médecins au dernier moment comme ça, c'est organisé avec la direction de la santé de la Polynésie française. Ça c'est génial, tu vois, pour moi c'est tellement valorisant. Donc pour conclure, en fait, moi j'ai un déploiement qui va dans les 5 archipels. Le but va être d'envoyer toutes les îles qu'on prévoit de visiter à la direction de la santé de la Polynésie française qui vont donc approuver sur telle et telle île les besoins médicaux. Voilà. Ah, génial, super. Merci à toi, c'est cool. Merci Joseph. Merci vraiment. Bon courage. Les Tuamotu sont un archipel donc, qui font partie des 5 archipels de la Polynésie française, sans doute le plus vaste, peut-être de l'est en ouest, il faut compter peut-être 2000 km, donc c'est plusieurs atolls. Lors de ce repérage, on va repérer 3 îles dans les Tuamotu, il va y avoir Makemo, Ikuiru et Mataiva. Je me suis arrêté pour regarder la couleur tellement elle me semblait irréelle. Makemo, c'est dans le top 3 des plus grands atolls des Tuamotu, 70 km de long. Et donc, les intérêts de venir ici, c'est que personne ne vient. Donc, un potentiel énorme d'exploration pour découvrir les motus, pour voir les fonds marins, pour voir la qualité du snorkeling, et également venir à la rencontre d'une communauté qui est encore très peu connue, en fait, principalement constituée de pêcheurs. Céline, José. José alors. José Lito. José Lito. Enchanté. On est en compagnie de José Lito, qui va être notre guide, qui est pêcheur avec sa fille Céline. On va aller explorer une partie de l'atoll de Makemo, parce qu'il faut savoir que Makemo est le plus grand Tuamotu de tout l'archipel, 70 km de long. Donc en une journée, on va essayer d'en faire 20-30 km, avec des endroits clés pour nos passagers, comme des plages, comme des motos, on peut les laisser. Et on part à l'aventure. Au cours de ces 2 journées avec José Lito, donc j'ai pu déterminer 2 expériences clients différentes. Dès lors que les passagers auront eu l'accueil à la cérémonie, on va leur proposer de prendre les Zodiacs, ça sera l'option 1, et d'aller sur une plage qu'on a repérée grâce à José Lito, qui est juste à côté de la Passe, une plage de sable blanc avec des cocotiers, avec la possibilité depuis la plage non seulement de se baigner dans des eaux translucides, mais également de faire du snorkeling de qualité. Le reef est en très bonne santé, il y a des requins à pointe noire. J'ai rarement vu un tel dégradé de bleu, on le dit souvent, mais là on est sur un lieu, on a même presque l'impression qu'il est sacré. On voit que c'est des roches karstiques, calcaires. On a même l'impression d'être dans le Blue Lagoon qu'on connaît bien en Islande, avec ces eaux bleu-blanc dues à cause de cette boue blanchâtre. Et on vient de manger à l'instant, donc du poisson qui était fraîchement pêché, du thon blanc, du thon rouge en ceviche. Et ça ressemble exactement à l'expérience qu'on a envie de créer pour les passagers ponants, parce que c'est complètement irréel le paysage que j'ai devant moi. C'est l'endroit réel, vraiment. Makemo est donc le premier Tuamotu qu'on a repéré au cours de ce repérage, et le potentiel est énorme. Et ce qui me rend encore plus heureux, c'est que là, on sait qu'on est vraiment dans un produit qui est très différenciant. Et là, on est sur une île où on va être reçu par des gens qui n'ont pas l'habitude de recevoir du tourisme, mais qui ont envie. On va développer avec eux une expérience client avec des activités qui vont enchanter tout le monde, mais pas que les passagers, surtout les habitants aussi. Et ça, pour moi, c'est une belle victoire. On vient d'arriver à Ikuiru et l'aéroport, c'est vraiment minuscule, c'est juste une petite maison.
Et en fait, l'aéroport est sur on pourrait dire un motu, puisque le village est à l'opposé du lac. Alors, je m'appelle Tapairu Tekurio, je suis originaire d'ici et enfant de l'île. Je travaille actuellement à la mairie de Hikuiru, je suis chef administratif. Hikuiru est une petite atoll située dans les Tuamotu. À Hikuiru, nous avons très rarement de touristes, justement à cause de l'isolement de l'île. Mais du coup, avoir la venue de Ponant, ça serait évidemment un booster pour notre économie locale, notamment pour montrer le potentiel de l'île et de ses habitants. On a donc parlé pendant 1 heure avec Tapairu, grâce à mon logiciel Google Earth où j'avais déjà localisé certains spots. Et elle m'a montré d'autres spots que je n'avais pas moi visualisé. Il y a un intérêt peut-être pour le snorkeling ici, il y a un intérêt de plage plutôt ici que par là, mais surtout il y a un endroit que personne ne connaît, qui est pour moi, elle m'a dit mot pour mot, le plus bel endroit de la Polynésie, et là ça pique ma curiosité. On a mis 1 heure, les conditions de mer étaient houleuses, il y avait du vent, et là on voit une île qui ressemble presque à un atoll avec quelques buissons émergés. C'est d'une beauté à couper le souffle, des patates de corail partout. Et en plus, derrière ces patates de corail, on se rend compte qu'il y a plusieurs arbustes, des motus très verts, mais qui sont survolés par des milliers et des milliers d'oiseaux. Donc on sait qu'on est sur un paradis à la fois sous-marin, mais à la fois terrestre d'un point de vue ornithologique. La navette municipale ayant un tirant d'eau trop large, on a dû essayer d'aborder cette réserve ornithologique à pied. Donc on s'est mis à un endroit où la navette ne pouvait pas aller plus loin. Et on a dû faire à peu près 1,5 km pour arriver au début de la réserve ornithologique. Et déjà là, on en a pris plein la vue. Et là, on s'est dit quand même énorme responsabilité parce qu'il va falloir être extrêmement strict dans notre approche. Bref, c'est effectivement, comme l'avait dit Tapairu, peut-être l'une des plus belles îles de la Polynésie française. Dès le lendemain matin, on a rendez-vous donc chez le maire. On sait qu'il est réticent à la venue de navires sur son atoll. Mais après quelques mots, dès que j'ai partagé ma vision, notre ambition, l'envie que toute la communauté soit impliquée, ça a fait effet boule de neige. Tout de suite, il a embarqué. À chaud, très belle rencontre. Tout de suite, on parle la même langue, on voit beaucoup d'enthousiasme de leur part. C'est chouette en fait de dire qu'on n'a même pas encore commencé à explorer cette île que déjà on a le feu vert des autorités locales. On est à peine sorti de la mairie que déjà on prend la navette municipale qui est mise à notre disposition avec toute une délégation pour partir à la découverte de ces trésors d'Hikuiru, à commencer par le motu Onyanya qui offre la plus belle plage d'Hikuiru. C'est grandiose, la plage, quand on arrive à les plages de sable blanc au turquoise, on peut faire le tour de l'île et on a des bassins où l'eau est laiteuse. C'est vraiment l'expérience à Hikuiru qui va être un des highlights parce que franchement, personne n'a encore le sentiment d'être seul au monde dans un endroit paradisiaque. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. C'est une évidence que le motu Onyanya, il est fait pour tous les passagers. C'est vraiment un moment de détente, de relaxation la plus totale, mais on s'est dit qu'il faut aussi proposer des activités qui permettent à des gens de se dépenser davantage. Donc on est allé repérer 2 endroits de snorkeling. Un qui se situe près d'un motu qu'on appelle le motu des bénitiers, qu'on peut faire seulement quand il n'y a pas de vent, mais qui offre un snorkeling palme masque tuba de très grande qualité avec des patates de corail jaunes, des bénitiers de toutes les couleurs, sublime. Et ensuite, un snorkeling complètement différent qui, je pense, aura beaucoup de succès. C'est le fameux snorkeling dérivant où on peut aussi imaginer faire de la plongée bouteille et où, en fait, en fonction des courants, on part soit du lagon et on arrive dans l'océan, ou on part de l'océan et on arrive dans le lagon. Et là, on se laisse dériver et c'est un véritable émerveillement de coraux. On a l'impression d'être dans un univers extraterrestre, c'est un autre monde. Mataiva, c'est un atoll qui appartient à l'archipel des Tuamotu. C'est le plus à l'ouest de l'archipel, il est situé à peu près à 300 km de Tahiti, de Papeete. Et en fait, il est unique et exceptionnel par rapport aux autres par son lagon qu'on dit réticulé. Vu du ciel, on a le sentiment qu'il est morcelé, que c'est une mosaïque. On a le sentiment d'arriver dans un autre endroit
complètement différent de tous les autres Tuamotu. Aujourd'hui, nous sommes dans le lagon de Mataiva. Donc toi, tu connais par cœur, tu fais souvent les petits chenaux. Est-ce que c'est compliqué de naviguer ici qu'on n'en connaît pas? C'est praticable, mais il faut vraiment le connaître par cœur. Hein. Si tu ne le connais pas, tu risques de taper sur des cailloux. Hein. Je vous montre, on est donc arrivé sur cette plage et là, j'ai en tête l'expérience que j'aimerais proposer à Mataiva. Donc j'envisage qu'après avoir déjà navigué dans ces chenaux remarquables de Mataiva, on fasse 1 heure ici, des temps de plage. Quand on regarde derrière, c'est la plage de sable blanc. Pendant cela, 10 passagers vont aller voir les oiseaux avec un guide local et un guide naturaliste. Et on fait des roulements, on reste 1 heure ici, on boit des noix de coco fraîches pour se rafraîchir. On est au paradis, quoi. Complètement incroyable de pouvoir s'approcher aussi près de ces bébés fous de bassin. On a un guide certifié qui nous donne les limites à respecter. Et en fait, on peut passer des heures à les contempler. Ils sont en train de nuit, c'est-à-dire qu'ils vont changer leurs plumes, leur duvet blanc pour des plumes qui vont leur permettre de pouvoir s'envoler. Et donc ils vont s'émanciper et pouvoir quitter le nid. Deuxièmement, on est parti explorer l'atoll en 4x4 pour découvrir des lieux qu'on ne pourrait pas faire autrement. On s'est rendu compte que pour passer d'un motu à un autre, on devait passer par des ponts on avait l'impression qu'ils dataient de la nuit des temps, qui sont vraiment des petites passerelles de pierre pour nous rendre d'un motu à un autre et pour arriver sur des sites un peu plus historiques. Enfin, on est allé repérer à l'extérieur de l'atoll, on est passé par la passe pour aller explorer les fonds marins. Une fois sous l'eau, on a découvert une diversité incroyable. Non seulement il y a des tombants avec des rosaces, mais également des failles et des roches qui sont tombées, offrant une vie corallienne très riche, mais une biodiversité de poissons exceptionnelle. Non seulement des poissons, mais également on a pu observer une raie manta, des tortues vertes. On sait que c'est un lieu de nidification pour elles. Donc c'est un paradis sous-marin pour les amoureux de ce genre d'activité. La conclusion de ce repérage à Mataiva, c'est encore une fois qu'on a beau être dans le même archipel qu'on appelle les Tuamotu, chaque île a sa singularité, chaque île a son histoire, et Mataiva ne déroge pas à la règle. Et ce qui me rend le plus fier, et ça se généralise sur l'ensemble des repérages qu'on a fait sur tous les atolls, c'est d'avoir pu inclure toute la communauté dans la co-construction des activités qu'on va mettre en place, en utilisant non seulement des ressources humaines, que ce soit des guides locaux, mais tout ce qui sera aussi logistique, bateaux locaux, voitures, 4x4, bref, que toute la communauté puisse bénéficier de notre venue. Après plusieurs semaines de repérage donc, dans les archipels des îles australes et des Tuamotu, il y a eu une évidence qui s'est vraiment imposée à nous. On ne peut pas vraiment envisager des croisières d'expédition au sens strict du terme, puisqu'en fait on va dans des communautés qui ont déjà des structures locales, des bateaux locaux, qui ont des guides certifiés. Et notre ambition, c'est plus on va travailler avec elles, plus on va co-construire les activités avec elles et plus on sera au cœur de l'authenticité de ces voyages d'exploration. Deuxièmement, on s'est dit qu'on pouvait être un navire utile. Il y a surtout quelque chose qui, pour une fois, m'a profondément marqué et c'est un projet qui, j'espère, va pouvoir fonctionner. C'est de mettre en place une aide médicale. Pour que ça marche aussi, c'est très bien d'avoir vu sur place avec le médecin qu'on a rencontré, mais il ne faut pas oublier que tout doit être consolidé à Marseille. Donc ça, c'est la troisième étape du repérage. C'est un travail où tout le monde va devoir être impliqué et aligné pour qu'au final, l'expérience qu'on vient de créer, qui est aux prémices, parce que là, on a l'idée qui est dans nos têtes, mais il faut qu'il y ait un travail de transmission interdépartementale qui soit total jusqu'au moment où le voyage va partir. J'aimerais terminer par dire que ce qui m'a le plus ému dans ce repérage, sur chaque île où on est allé, c'est de se dire que chaque île, même si elle appartient au même archipel, est singulière, à son histoire, mais surtout des habitants, à la chaleur humaine contagieuse. Je tiens à remercier tous les maires des communautés qui nous ont reçus parfois en dernière minute, avec un comité de tourisme toujours souriant, prêt à nous aider, avec des guides qui nous ont donné de leur temps. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que oui, la Polynésie française, on sait, c'est le paradis sur Terre, mais la vraie richesse de la Polynésie, ce sont ces communautés. Donc en fait, on vient d'écrire ligne de cette aventure. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir sur cette Polynésie. Et très chers passagers, en toute honnêteté, aujourd'hui, ce livre, où il n'y a que quelques lignes, je vous le remets. Et cette aventure aujourd'hui, elle vous appartient.